Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, jusqu'à midi, on va revenir avec nos débatteurs aujourd'hui sur les gros sujets du jour. Vous pouvez réagir également sur nos réseaux sociaux. On est ravis d'accueillir tout de suite Fabrice Hakoun. Bonjour. Bonjour. Fabrice, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les Lumières, ces 2 éditions de l'Archipel. On est également avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Christine. Avocat avec votre blog, je le rappelle, Vue du droit. Vous êtes auteur de Justice, une justice politique, c'est à l'Artilleur, et membre de la rédaction Front Populaire. Jonas Haddad, bonjour Jonas. Bonjour. Merci d'être là, conseiller régional de Normandie, mais également avocat. Et Frédéric Fougera, vous êtes, bonjour Frédéric, président de Tenkan Paris. C'est une agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur, je le rappelle, de La com est un métier. Petit passage, à chaque fois je le dis, je crois, se dire à main. En ce moment, il y a Parcoursup et tous les gamins, les lycéens qui s'intéressent éventuellement au métier de la com. Voilà, vous pouvez feuilleter ce petit ouvrage qui vous donnera un aperçu de ce que vous pouvez faire demain. Vive Parcoursup. D'ailleurs, Carole Delga ce matin disait Parcoursup, il fallait chez Jean-Jacques Bourdin peut-être revoir les choses parce que c'était un vrai capharnaüm pour les parents, en tous les cas pour les lycéens aussi. Nous allons parler, messieurs, si vous le voulez bien, sur donc les petites phrases d'Emmanuel Macron concernant d'éventuels envois de troupes en Ukraine. Alors, l'Élysée hier soir a rectifié le tir en disant que ce ne sont pas des soldats, mais on pourrait éventuellement envoyer du soutien plutôt logistique, donc rectification hier soir. Mais est-ce que pour vous, Emmanuel Macron s'est isolé sur la scène internationale? Est-ce qu'il a parlé trop vite? Ou est-ce qu'on peut se dire aussi que l'Europe va peut-être finir par prendre son destin en main sur le plan de la sécurité internationale? On va évoquer avec vous également le débat qui a lieu cet après-midi et le vote au Sénat sur l'entrée dans la Constitution du droit à l'IVG pour toutes, et puis l'assurance chômage. Gabriel Attal qui a ouvert la voie, le Premier ministre, à de nouvelles règles pour durcir les droits vis-à-vis des chômeurs. Et puis enfin, autre sujet, tout le monde a ses points de permis là ici autour de la table? Vous êtes tous... J'en ai récupéré un récemment. Ouais. Régis, vous avez tous vos points? Moi, je suis, pour l'instant, aucun casier judiciaire. Donc, j'ai tout récupéré. Mais je circule pas beaucoup en voiture. Bon, vous me direz si c'est une bonne idée, comme le prévoit la Commission européenne, de prévoir éventuellement un contrôle médical tous les 15 ans, la fin du permis auto à vie. Voilà pour le menu. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et bah tiens, Régis, c'est un coup de cœur pour un film. Alors, j'ai une mauvaise réputation, je ne fais que des coups de gueule, et il se trouve, ça date d'hier, que j'ai regardé un film français. Alors, j'ai une prévention contre... hier soir. Exactement. Puis, oui, il est en direct, mais moi je l'ai regardé en podcast, enfin peu importe. Mais je me méfie du cinéma français, entre des comédies poussives et des films avec des pitchs où de gentils bobos accueillent des migrants, c'est souvent ridicule. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est que j'ai vu que ce film avait eu des prix, etc. Et comme on veut féminiser le cinéma, je me suis dit, ces prix, ils ont dû être attribués parce que la réalisatrice était effectivement une femme. Et puis, j'ai regardé ce film brillant, remarquable, et je suis un professionnel, ça raconte l'histoire d'un procès. Et c'est ambitieux, je trouve ça courageux et audacieux en plus de le présenter de cette façon-là. Je vais peut-être avoir l'opinion de mon confrère s'il l'a vu, mais vraiment chapeau pour ce film et ça m'a réconcilié avec le cinéma français. Alors j'arrive en retard puisqu'il a eu plein de récompenses. Bon, ça, les Césars c'était la semaine dernière. En général, je regarde ni la cérémonie et puis je m'intéresse pas beaucoup au palmarès. Là, c'était amplement mérité, avec une mention particulière pour l'actrice, le personnage principal, qui est une actrice allemande, qui est exceptionnelle, exceptionnelle d'intelligence, de froideur. D'ailleurs, c'est pas un personnage éminemment sympathique. Non, vraiment très beau boulot. Et puis ça montre, quand je dis que c'est audacieux, c'est que ça a bien montré ce qu'est la justice et quel est son rôle. Comment elle s'empare de faits pour essayer de les traiter avec ses propres règles. Non, allez vite voir ce film. Absolument. Qui l'a vu ou qui ne l'a pas vu autour de la table? En fait, j'ai tenté à 2 reprises de le voir dans un avion
l'avion. Bon alors, on m'a expliqué, vous avez une semaine, messieurs, parce qu'après il y a les Oscars. On m'a expliqué qu'il fallait être persévérant parce que le début était un peu compliqué. J'ai trouvé le début un peu compliqué et finalement j'ai abandonné. Donc ah bon voilà, je fais partie de ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ce film parce que je n'ai pas réussi. Alors accrochez-vous, mais regardez-le parce qu'effectivement à la fin du film. Vous l'avez vu, Christine? Ah oui, je l'ai vu et que je vous rejoins sur quand on aime la justice ou en tout cas les enquêtes policières. On vient d'en parler avec Jacques Pradel là il y a un instant. On a le sentiment de se dire de quel côté la pièce va retomber, qu'est-ce qui se passe dans une cour d'assises et comment une enquête est menée on va dire à charge et à décharge aussi. C'est ça qui est intéressant avec le rôle des comment acteurs. on traite, excusez-moi je vous interromps, Christine, comment on traite la vie des gens, parce que effectivement il y a toujours un décalage entre la vérité vraie et la vérité judiciaire. Et ça, en France, on a du mal à intégrer ça. Alors, je suis un professionnel, hein, c'est des affaires d'assises, j'en ai plaidé, hein, j'ai participé à ce genre d'audience, c'est parfait. C'est parfait. Il y a quelques petits détails, mais qui, à mon avis, ont été rajoutés pour l'écriture. Mais non, vraiment, poésie. Voilà, ça sera vos devoirs de vacances pour la prochaine fois avant de venir dans les studios. Les Oscars, c'est dans une semaine, hein, actuellement, et elle a encore glané, Justine Triet, des prix qui sont, semble-t-il, vraiment mérités. Et il revient de loin, puisque c'est effectivement avec Cannes que ce film a pu connaître le destin qui est le sien aujourd'hui. On continue, on a un petit peu de temps. Donc il ne revient pas de loin, il part de haut. Il part de haut, enfin il revient de loin, c'est-à-dire qu'il il part de haut. C'est ça. C'est ça. Fabrice, un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Je suis tombé sur. Alors c'est bizarre parce que c'est publié dans l'Humanité, donc ça peut paraître curieux que je sois tombé dessus, mais je suis tombé sur la prose de Gauvin Serre qui s'appelle Je pensais vivre au pays des droits de l'homme. Et alors on a 20 lignes. Dans lequel finalement Gauvin Serre va nous expliquer qu'il pensait vivre au pays des droits de l'homme, qu'il pensait vivre au pays d'Hugo, de Jaurès, de Camus, de Voltaire, qu'il pensait vivre dans un pays qui soigne les femmes et les hommes quel que soit leur passeport. Et donc il va décrire ça comme si ça n'était pas le cas. Et moi je suis absolument révolté parce que d'abord c'est extrêmement grave et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre Allumons les lumières, pour qu'on cesse avec cette autoflagellation, cette haine de soi qui a pris une partie des artistes et de la gauche française, en fait, qui consiste en permanence à dire que que la France n'est plus le pays des droits de l'homme, que la France n'est plus le pays de la solidarité, et à se servir de ça. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que quand on dit, par exemple, je pense vivre dans un pays où l'on a les mêmes droits, qu'on soit banquier d'affaires né à Saint-Cloud ou femme de ménage d'origine congolaise. Mais quelle démagogie ! J'ai été pendant 16 ans juge au Conseil des prud'hommes de Paris, et je peux vous dire que le nombre de fois où j'ai rendu justice à des femmes de ménage congolaises face à des employeurs qui étaient des banquiers d'affaires de Saint-Cloud, mais c'est des dizaines de fois. Et il y a même plus de fois où j'ai fait ça que l'inverse. Et donc, à un moment donné, il va falloir peut-être arrêter avec ça. Pourquoi ? Parce que c'est bien de se faire plaisir avec ce genre de prose. Hein. Je pensais vivre dans un pays où le rétrécissement du droit du sol serait une injure et une ineptie. Invitons Gauvin Serre à Mayotte et on verra s'il pense toujours la même chose. Alors pourquoi je suis en colère ? Parce que si c'était juste pour se faire plaisir, que c'était de la poésie, ça serait pas très grave. Sauf que c'est l'arme idéologique des terroristes. C'est l'arme idéologique de ceux qui demain vont agir contre la France en se disant je suis légitime en tant que résistant entre guillemets, parce qu'effectivement les Français eux-mêmes pensent ça de leur pays. Et donc je suis absolument révolté de ça. Qui veut réagir là-dessus ? Moi j'aimerais bien. Alors, on y va. On commence moi, j'aimerais avec bien vous, réagir Jonas. parce qu'en fait, je pense que Fabrice, vous avez raison de pousser ce coup de gueule, mais en réalité, je pense que plus personne n'est dupe et l'humanité comme libération se réduisent aujourd'hui à peau de chagrin dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'opinion publique. Les gens voient bien deux choses. La première, c'est que si ce pays était si horrible, on n'exploserait pas le nombre de personnes qui veulent y rentrer. Ça c'est clair. Donc a priori, on a des records tous les ans, donc si ce pays est si horrible, même Majoubi, l'imam radicalisé, se bat pour rester en France alors qu'il considère que la France a un drapeau satanique. Premier point. Deuxième point, on parle là de l'accueil social. Le texte que vous venez de lire se percute avec une actualité qui est incroyable et que tous les Français ont vu. C'est que vous savez que actuellement, ce qui se passe, notamment l'avenue de Comores, des Comores à Mayotte, fait qu'on est obligé de rapatrier. On est obligé, donc avec nos impôts, de rapatrier en France métropolitaine des Comoriens. Les Comores ne sont pas un pays qui est en guerre. Et les gens rentrent illégalement sur le territoire français qui s'appelle Mayotte. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a vu les images hier. On affrète des avions
et ils ont été logés depuis hier dans un château. Mais attendez, le banquier d'affaires à Saint-Cloud, lui-même, il n'a pas le château. Donc en fait, le ridicule de l'humanité, si vous voulez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et pour moi, l'humanité est... De l'autre côté de l'échiquier aussi. On peut faire cette comparaison-là parfois aussi. Toujours. Tout ce qui est excessif est insignifiant et pour moi, ces personnages sont insignifiantes. Allez, je suis obligée de vous arrêter là parce que l'info de 11h arrive. On aura également les courses et on se retrouve juste après. On continue ce débat avec vous quatre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on continue de débattre en compagnie de Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, avocat, Régis de Castelnau, également avocat. Le blog de Régis, c'est Vue du droit, auteur également d'une justice politique à l'artilleur et membre de la rédaction de Front Populaire. Fabrice Hakoun, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les Lumières. Et Frédéric Fougerat, président d'une agence de communication Tancan à Paris. Cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. On était à parler donc de ces artistes qui s'engagent en tous les cas, qui font des tribunes, et Régis, on n'a pas eu le temps de vous entendre. Donc, oui, écoutez, on va être rapide oui. Pour exécuter l'important. Écoutez, c'est une... Au figuré, Au figuré, bien sûr. Ça, je me permettrai pas. Surtout que je suis loin. Non, mais écoutez, cette façon de porter cet humanisme frelaté comme un signe extérieur de richesse, c'est tout à fait insupportable. Alors on prend la pause. Je pense que ces gens-là ne mesurent plus l'exaspération que ça provoque dans les couches populaires. En plus, le problème de fond avec la loi qui a été édulcorée complètement par le Conseil constitutionnel, tout ça n'a pas grand sens. Il y a des tas de problèmes en France. La France court des risques importants actuellement sur sa situation, sur ses grands services publics, etc. Mais venir la présenter comme piétinant les droits de l'homme, c'est non seulement mensonger, mais je veux dire, ça montre bien la suffisance et l'arrogance de ces couches. Alors, j'en profite pour rajouter quelque chose qui a été dit pendant les infos à propos de l'affaire Fillon. Le Conseil constitutionnel a abrogé un texte. Normalement, la Cour de cassation ne peut pas faire autrement que d'annuler la condamnation de François Fillon et de renvoyer devant une autre cour d'appel. Ce serait jugé, je pense, vers la fin 2025. Donc, je vois pas comment la décision de la Cour de Paris pourrait être confirmée. Voilà, c'est juste une petite info parce que j'ai bon cœur. Bien sûr, mais c'est important de le préciser. On y reviendra sur ce sujet-là. On a la chance d'avoir des avocats autour de cette table, donc profitons de votre expertise parce que le droit est une chose merveilleuse, mais parfois subtile et complexe. À propos d'avocats, Jonas, vous aviez un coup de cœur. Alors c'est pas sur une question de droit, mais on va parler du quotidien des Français. Oui, du quotidien des Français, parce qu'on le dit souvent, le logement c'est considéré comme étant une bombe sociale. Et aujourd'hui, j'ai un coup de cœur parce que enfin le soleil revient, notamment sur le marché du crédit immobilier. Il y a plusieurs articles qui sont sortis récemment qui montrent que on a une éclaircie après des mois sombres sur le marché immobilier, puisque les taux continuent de baisser et que les emprunteurs sont enfin de nouveau les bienvenus dans les banques. Les banques ont beaucoup refusé en 2023 et là maintenant elles doivent se réadapter pour recommencer à faire des crédits. Je regardais récemment les taux, on arrive aujourd'hui aux alentours de 4% pour emprunter sur 20 ans. Et tenez-vous bien, en 2023, le nombre de crédits avait baissé de 42%. Donc on revient à une forme de normalité, mais surtout on remet de l'énergie et de la sève dans le marché économique, puisqu'on sait bien que lorsque les crédits sont bloqués, l'argent a du mal à circuler. Et on sent cette détente qui est en train de s'amorcer. Et enfin, je dirais, puisque en réalité, ça bloquait beaucoup de gens. Enfin, dernier point, quand vous êtes un salarié, que vous avez un CDI, vous avez accédé au fameux sésame du CDI, ou alors que vous avez une entreprise qui tourne bien. Vous imaginez ce que ça peut quand même représenter parfois comme frustration de se dire « la banque m'a refusé », alors que le seul objectif que j'ai, c'est d'avoir potentiellement un toit sur ma tête. Et donc, moi, je pense que c'est un vrai coup de cœur, cette détente du marché immobilier.
Il est envisagé que la BCE, en avril, baisse à nouveau ses taux pour enfin détendre ce marché qui en avait bien besoin. Est-ce que c'était pas plutôt la situation où les taux étaient extrêmement bas, qui était totalement anormale et qui a faussé aussi le marché et qui a donc précipité cette espèce de coup d'arrêt parce que les banques ont dû suivre l'évolution des taux de la Banque centrale et de l'inflation? Bon, il y a une conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, c'est qu'on construit très peu en France, à cause d'un certain nombre de normes complètement hallucinantes qui ont été mises en place. Et donc, en fait, on a raréfié l'offre. Donc ça, c'est une donnée factuelle. Le gouvernement ne le comprend toujours pas. Il y a énormément de promoteurs immobiliers ou d'agences immobilières qui ont mis la clé sous la porte à cause de ça. Donc ça, il faut déjà le dire, il faut penser à eux. Deuxièmement, en fait, oui, effectivement, on était avant des taux qui étaient anormalement bas, mais le yo-yo, en la matière, c'est jamais intéressant. Vous voyez, si vous voulez, de passer de taux qui étaient très bas à des taux qui d'un seul coup étaient l'année dernière jusqu'à 5, 5,5, c'était très compliqué pour les gens. Et puis surtout, au-delà des taux, c'est la confiance que faisaient les banques. Je vous dis, 42% de crédits délivrés en moins l'année dernière. C'est pas qu'une question de taux, c'est qu'est-ce que les banques mettent à l'intérieur. Donc il faut aussi qu'elles-mêmes s'adaptent. Vous savez, on critique souvent les administrations. On dit rapidement parce que j'aime pas, ils sont en vacances, ils sont pas énergiques, ils dépassent jamais les horaires qui sont donnés, c'est un peu le côté on tape sur les fonctionnaires. Je vous assure que parfois, je travaille avec pas mal de chefs d'entreprise, les réactions vis-à-vis des banques, elles sont assez similaires. Ils sont pas là, ils sont pas réactifs. Et dans un monde d'agilité, dans un monde dans lequel la rapidité doit aller dans l'économie, eh bien, aux banques de jouer leur rôle également. En même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été digitalisées au niveau bancaire. Il y a quand même des choses qui vont, plus vite. Oui, mais on perd le contact humain et notamment la confiance qu'on a un crédit. Parce qu'on ne le donne pas par le digital, le crédit, justement. Non, mais il y a des études de marché qui font que, comme les taux ont remonté, forcément, les garanties, ça, la superficie, le coût aussi, les prix de l'immobilier étaient extrêmement élevés, puisque ça a profité aussi aux agences immobilières. Donc, est-ce qu'on ne revient pas, Frédéric, à une forme de normalité sur ce sujet pour rapidement clore, et après, on ira sur votre coup de cœur ou votre coup de gueule, Frédéric? Peut-être une forme de normalité, mais on a abordé tellement de sujets en un seul sujet. Je rejoins tout ce qu'a dit Jonas, mais effectivement, la question du logement, c'est une question très compliquée en France. Aucun gouvernement n'a de politique du logement. Les gouvernements n'ont qu'une vision du logement que celle du locataire. Donc c'est un élément important, mais ce n'est qu'un élément. Et dans cette absence de politique, finalement, ce sont les marchés, et c'est la situation et le contexte qui fait qu'il est plus ou moins facile d'accéder ou pas au logement. Et voilà. Et quand on a un salaire, voire deux salaires, et qu'on peut pas avoir un crédit, on peut pas acquérir son propre logement, c'est qu'il y a un problème, mais il faut se saisir de ce problème. Les banques qui ont aussi fait un effort, et c'est pour ça que je vous en parle, qui ont donné leur accord pour aider les agriculteurs. Il y a eu une grande réunion, et donc il y aura des prêts quasiment à taux zéro pour les agriculteurs qui sont en situation financière difficile. Je vous parle des agriculteurs parce que vous voulez nous parler du salon d'agriculture. Non mais quelle belle transition. Voilà, ça y est. Je la voyais pas venir. Non, pas du tout, moi non plus. J'ai essayé de chercher. Effectivement, Christine, je voulais revenir sur le salon de l'agriculture dont l'image a tristement été polluée, on peut dire, par la récupération politique, pour ne pas dire politicienne. J'avais juste envie de rappeler que la 60e édition du Salon de l'Agriculture, elle se tient jusqu'à dimanche prochain, donc c'est pas terminé, c'est à Paris, c'est à la porte de Versailles, il est donc encore temps de s'y rendre. De rappeler que c'est un événement qui est unique au monde. Il n'y a pas d'autres événements de cette taille sur la planète. Ce sont plus de 600 000 visiteurs qui sont attendus. Il y en avait plus de 600 000 l'an dernier. On en attend toujours plus. Le salon de l'agriculture, c'est aussi un marché. C'est pas seulement une vitrine, une exposition. Il y a 40 000 professionnels et délégations d'acheteurs nationaux comme internationaux qui s'y rendent et qui font des transactions, qui présentent, qui achètent. Business derrière, ouais. Donc il y a du business. C'est une grosse activité et qui est évidemment très utile, favorable à la France, mais à l'ensemble des acteurs du monde agricole. C'est plus de 1000 éleveurs qui viennent de toute la France et de l'étranger. C'est aussi 1000 exposants qui proposent des produits d'exception. On est toujours en train d'essayer de valoriser le Made in France, les bons produits, le terroir, le bio. C'est là que ça se passe. Donc ne l'oublions pas. Essayons de sortir des polémiques et de l'indignation sur tous les sujets pour essayer de rentrer dans la vérité de ces produits qu'on peut déguster. On voit aussi nos politiques qui dégustent et qui en font leur communication. Mais bon, ils valorisent ces produits.
Vous avez entendu parler de la tête d'affiche, parce que chaque salon de l'agriculture a une tête d'affiche. Cette année, elle s'appelle Oreillette. Voilà, elle vient d'une exploitation agricole normande. Chaque région... vous avez vu que les poules voulaient aussi être tête d'affiche. Les poulets mais pour le moment, ce n'est pas la règle. Mais Oreillette n'est pas seule. Il y a plus de 2500 animaux qui sont présents et qui quittent leur environnement paisible pour se retrouver dans cet étrange séjour à Paris. Donc voilà, tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'engagement, c'est un investissement vraiment très particulier pour les agriculteurs pour se rendre à ce salon de l'agriculture. Voilà, ils sont dévoués et fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Eh bien, je voulais ce coup de cœur pour dire que si on a envie de les soutenir, une bonne façon de les soutenir, c'est peut-être aussi de se rendre au salon de l'agriculture, où je pense vous serez peut-être dans quelques jours, pour faire une autre transition. C'est jusqu'à dimanche. Voilà, vendredi, l'équipe de Sud Radio, en tous les cas, on y sera toute la matinée jusqu'à l'émission avec Valérie, évidemment, l'émission Média et Mettez-vous d'accord. Mais je rappelle aussi que les vraies voix ce soir sont sur le stand Les Pyrénéennes, qui sont un gros stand de l'agriculture du Comminges. Je dis ça parce que le Comminges, c'est de là où est partie la grogne sur les autoroutes. Souvenez-vous, c'était à la sortie de l'autoroute du Comminges à Caser que le premier barrage a été, et on en est là aujourd'hui en termes de revendications. Qui va aller au salon? Vous y allez? C'est un pèlerinage? Moi, je suis déjà allé. La Normandie, exactement, on a l'inauguration d'un très beau stand normand, qui est le plus beau de tout le salon. Qu'est-ce qu'il faut faire au stand Normandie? Parce que moi, j'ai vu hier, par exemple, vous n'avez pas fait un paquito comme Jean Lassalle, là. Non, on n'a pas fait un paquito. Par contre, on a mis le paquet sur la gastronomie. Vous avez évidemment tous les fromages normands. Comment? Je dis sans blague. C'est les meilleurs du monde. Et oui, bien ma sûr. femme est une grande cuisinière et elle est manchotte, vous savez. Donc voilà. Et au-delà du fromage, en fait, on met surtout en avant cette année le lin et le chanvre, parce que les gens ne le savent pas. C'est que la Normandie est le plus gros producteur de lin en Europe. Ouais, c'est ça. Alors ce soir, donc l'émission Les Vraies Voix, Philippe David, Cécile Médibus sont sur le stand de Lidl, et demain sur le stand du Comminges, les Pyrénéennes. C'est pour ça, si vous voulez passer les voir, et nous on y sera vendredi toute la matinée sur Sud Radio, également sur ce salon international de l'agriculture. Tout le monde, Frédéric, vous y allez? Vous y êtes allé? Je n'y suis pas encore allé, je compte bien m'y rendre d'ici dimanche. D'accord. J'invite les gens à y aller, je vais y aller moi-même. D'accord, très bien. Il paraît qu'il y a des grandes fiestas le soir, paraît-il. On va vous retrouver quelques temps. Et aux abords du salon aussi, parce que moi je n'y suis pas allé, mais le salon est venu à moi, puisque samedi soir j'étais dans un restaurant branché du 15e arrondissement et j'ai vu 12 gars arriver, alors 12 beaux gosses, sapés, mais je vous dis même pas comment. Au début je pensais que c'était des Saint-Cyriens, je suis militaire de réserve et je pensais que c'était les gars de Saint-Cyr, et en fait après coup je me suis dit à tous les coups c'est les agriculteurs. J'avais bien vu, c'était Romain et sa bande de copains qui fêtaient les 40 ans, ils viennent de la région de Nîmes, ils fêtaient les 40 ans d'un des leurs, et très honnêtement, quelle belle image ils ont donné de la profession. Voilà, c'est jusqu'à dimanche ce Salon international de l'agriculture. On va y revenir évidemment dans les émissions sur Sud Radio, mais on va ouvrir le débat avec vous quatre dans un instant sur la situation donc en Ukraine, ce conflit, cette guerre avec la Russie. Les propos d'Emmanuel Macron, c'est tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nous agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Fabrice Hakoun, Régis de Castelnau, Jonas Haddad et Frédéric Fougera, on revient au dossier ukrainien avec la petite sortie, la phrase d'Emmanuel Macron, donc lors de ce sommet à l'Élysée où il parlait, il ne s'interdisait pas d'une éventuelle intervention. Il y a eu un rectificatif de l'Élysée hier soir pour dire que cette intervention, en tous les cas, cette volonté d'Emmanuel Macron dans ses propos, c'était de dire qu'il pouvait y avoir non pas des soldats, mais une maintenance, un soutien logistique, effectivement, au sol. Est-ce que pour vous quatre, le chef de l'État a parlé trop vite? Est-ce qu'il est réellement isolé ou c'est un jeu de dire à tout le monde que toutes les places européennes aujourd'hui disent nous on n'ira pas, nous on veut pas ça. Quel est votre regard? Régis, j'ai envie de commencer avec vous. Oui, parce qu'avec le plus méchant. Est-ce qu'il est isolé? Non mais est-ce qu'il est isolé? Mais c'est pas la bonne question. Qu'est-ce qu'il représente à l'international aujourd'hui? Ce qu'expliquait assez longuement Emmanuel Todd, rien. La France ne pèse plus pour rien
à l'international, et malheureusement parce qu'elle est dirigée par un président qui fait n'importe quoi. Moi, j'ai quelques contacts à l'étranger, puis je veux dire, Internet permet d'aller dans la presse internationale. Il n'est plus crédible du tout. Il a une conversation avec Vladimir Poutine avant le début de la guerre. Il la publie avec ses commentaires, avec ses collaborateurs qui ricanent. Il y a la réunion des BRICS en Afrique du Sud. Il dit j'irai bien, alors que ce sont les voies diplomatiques qui s'imposent. Le conflit israélo-palestinien reprend. Il va à Tel Aviv et à la demande de BHL, c'est officiel aujourd'hui. À la demande de BHL, il propose à Netanyahou, qui n'était absolument pas au courant, qui ne s'y attendait pas, le Quai d'Orsay ne l'était pas non plus, et il dit on va faire une coalition anti-Hamas comme on a fait pour Daesh. Il multiplie les déclarations à l'emporte-pièce. Et là, cette réunion rassemblait 17 pays participants, c'est beaucoup. Il y a toujours un agenda. C'est préparé par des Sherpas, c'est comme ça qu'on les appelle. Cet agenda fait l'objet, après les débats, d'un compte-rendu. Ce point n'était pas à l'ordre du jour. Et voilà ce monsieur qui sort, c'est lui qui reçoit. Voilà ce monsieur qui sort et qui dit on va envoyer des soldats, ou à peu près la formule. Il dit, on va envoyer, attention, soyons quand même un tout petit peu précis. Il dit c'est une hypothèse que l'on ne peut pas exclure. Il dit pas, on va envoyer des soldats, le Premier ministre slovaque avait dit avant, il n'en est pas question, les autres aussi, et il suffit de voir leur réaction. Leur réaction, elle est pour dire à Emmanuel Macron, mais rentrez chez vous, quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est une réunion très importante, cette réunion, puisque les États-Unis vont se désengager, que l'Europe est prié à la demande des États-Unis de le faire. Régis, et voilà alors il fait n'importe quoi. Que ça ne plaise pas aux États-Unis, ça devrait vous plaire, Régis, cette position. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que d'abord c'est le patron. Les États-Unis, c'est le patron. On fera rien qui n'aura été décidé par les États-Unis, qui sont les patrons de l'OTAN, qui le dirigent. Voilà, et d'une. Alors, j'allais oublier dans la litanie des inconséquences, on va partager la force de dissuasion nucléaire. Il a fallu que le chef d'état-major des armées dise non, attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Notre dissuasion est directement articulée avec la défense de notre territoire. Elle est réservée à la sanctuarisation de notre territoire, et on ne va pas la prêter. Ce président de la République est un inconséquent. Alors je pense que ça repose sur de l'incompétence. En tous les cas, c'est ce que vous pensez, Régis. On va faire tourner la parole autour de cette table. Jonas, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Régis? Oui, d'abord, il y a une forme d'inconséquence parce qu'en fait, ça intervient 2 jours après l'invitation assez dingue des soulèvements de la terre au Salon de l'Agriculture. Donc, 48 heures après, une grosse faute politique, puisque malgré les rétropédalages, on s'est rendu compte. Là, il y a une forme, effectivement, d'inconséquence. Deuxièmement, que tout soit sur la table et que ce soit envisagé dans le cadre de sommet, c'est évident. Après qu'il enchaîne des sujets aussi différents les uns des autres, c'est le jeu du chef de l'État qui peut passer d'un dîner diplomatique à une crise interne. Oui, mais vous vous souvenez qu'à l'époque, quand Hollande faisait plein d'erreurs, on se privait pas pour dire qu'il y avait des couacs en série. Et là, on a l'impression qu'on est dans une période de couacs. Deuxièmement, parce que, vous savez, c'est comme dans le nucléaire. On peut parler d'incertitude nucléaire. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la dissuasion, on peut évoquer, c'est la doctrine autorise le fait de pouvoir dire rien n'est exclu, etc. Mais dans ce cadre-là, il faut qu'on se soit assuré collectivement des positions. Or, c'est absolument pas le cas. Et en fait, en faisant ça, je vais vous dire une chose, il met plus dans l'embarras les Ukrainiens que le reste. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça oblige les autres pays à se positionner. Et ça oblige les autres pays à dire, ah non, nous excluons toute intervention au sol. Et donc, en fait, maintenant, les Russes connaissent les positions et ils savent que la plupart des pays européens ne sont pas prêts à y aller. Donc, en fait, avant cette prise de position, il y avait une forme d'incertitude et on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et en mettant cela sur la table, Emmanuel Macron oblige les autres à se positionner. Il isole la France, évidemment, mais en plus, il met en difficulté l'Ukraine qui n'a plus le parapluie des Européens. Alors, Jonas, je poursuis ma question. Que fallait-il dire à l'issue de cette réunion qui était là pour pouvoir apporter le soutien de l'Europe, en tous les cas, de cette partie de l'Europe à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il fallait dire pour leur signifier que, 1, on les abandonnait pas, et que 2, non, la Russie n'était pas sur, on va dire, un chemin tout tracé vers la victoire. Il fallait dire ce qui a été convenu à l'issue du sommet.
On a un sommet, il y a des discussions, il y a des négociations, il y a un compromis, il y a un communiqué de presse. Le président doit rendre compte de cela. Vous voyez, on a l'impression que parfois, toutes les règles, il ne les respecte pas. Il se dit, voilà, moi je m'en fous des règles. Je vous reprends l'exemple sur le projet de loi immigration. Vous vous souvenez, ce projet de loi immigration, il dit, on a topé un deal avec les Républicains. Et puis il dit, finalement, ça me plaît pas. J'envoie au Conseil constitutionnel pour voir si on peut pas censurer. Mais quand on tient un deal, quand vous avez des accords avec des partenaires, que ce soit des partenaires européens ou des partenaires politiques français, vous repassez pas derrière pour changer le deal. Bon, le Conseil constitutionnel aurait été saisi de toute façon sur la loi immigration par les autres partis politiques. C'est lui-même qui l'a saisi. Vous imaginez l'ambiguïté, c'est-à-dire que je défends quelque chose et puis après je défends le détricotage de cette même chose. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il nous reste une petite trentaine de secondes avant la publicité, on va s'arrêter tout de suite et puis on continue ce débat autour de la position donc de la France aujourd'hui vis-à-vis donc des propos d'Emmanuel Macron sur la scène diplomatique internationale avec la guerre en Ukraine menée par la Russie. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Monsieur et Madame Martin ont leur... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Frédéric Fougera, Jonas Sadat, Régis de Castelnau et Fabrice Hakoun. Alors, on continue notre tour de table sur votre lecture de ce que des propos d'Emmanuel Macron par rapport donc à de possibles envois de troupes au sol en Ukraine pour aider les Ukrainiens dans la guerre contre la Russie. Il y a eu un démenti du côté des conseillers d'Emmanuel Macron pour dire que ça serait plutôt des conseillers militaires, mais pas vraiment de soldats là-dessus. Beaucoup de places européennes, à commencer par l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne, ont dit nous c'est pas du tout notre position. Est-ce que Frédéric Fougera, est-ce que Emmanuel Macron a dérapé? Est-ce que pour vous c'est stratégique? Quelle est votre lecture de cette séquence qui est diplomatiquement très importante? Déjà, pour commencer, Christine, je ne dirais pas que l'Élysée a démenti. L'Élysée a apporté une précision. Mais il ne démente rien en réalité. Ma lecture, c'est qu'on veut transformer une séquence ou l'interprétation d'une séquence en un nouveau drame national. Il y a ce qu'a dit Macron et ce qu'on veut lui faire dire. Évidemment, on préfère commenter ce qu'on voudrait qu'il ait dit et non pas vraiment ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « il n'y a pas de consensus ». C'est vrai, il commence la conférence de presse et sa phrase comme ça. Tout à fait. Il a dit « il ne faut rien exclure ». Mais toute personne qui dit il ne faut rien exclure aura toujours raison. Oui, il ne faut jamais rien exclure. Donc qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ou lui opposer en disant ce type de phrase? Ensuite, est-ce que c'était le lieu pour le dire? Oui, c'était une conférence internationale pour soutenir l'Ukraine. Donc c'était bien le lieu. Est-ce qu'il était dans son rôle pour le dire? J'ai envie de dire oui, il était le chef d'État hôte de cette conférence. Il y a effectivement un compte-rendu officiel. Il y a aussi une expression. Il avait tout à fait le droit de s'exprimer en son nom. À qui s'est adressé Poutine? À qui s'est adressé Macron, pardon? Macron, il s'est adressé à Poutine, alors que les autres chefs d'État se sont adressés à leurs opinions. Donc on est dans deux types de communication différentes. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que Macron ne s'est pas aussi adressé à son opinion? Certainement, c'est le début de la campagne pour les européennes. C'est aussi peut-être une façon de chercher à mettre le Rassemblement national et Marine Le Pen au pied du mur, peut-être même pour aller jusqu'à faire un vote à l'Assemblée nationale pour les obliger à prendre une position. Ils seront bien en difficulté pour prendre une position contre la Russie dans ce cadre-là. Mmh. Enfin, quel était l'objet de cette conférence? Parce que c'est quand même peut-être l'essentiel aussi. C'était la paix en Europe, c'est-à-dire c'est la paix chez nous, c'est la paix chez des voisins, mais des voisins qui sont pas très loin. L'Europe, c'est nous, faut pas l'oublier. On a l'Atlantique d'un côté, mais on fait partie de l'Europe. C'était ça. Et le seul message, en fait, moi j'estime que nous devrions retenir, c'est nous avons un an, dans ce qu'a expliqué Macron, quelque part on a un an pour sauver l'Europe ou pour décider de sauver l'Europe. Pourquoi? Parce que dans un an, aux États-Unis, il y aura peut-être un nouveau président. Il se nommera peut-être Donald Trump, et nous n'avons aucune certitude de la position de Trump par rapport à l'Europe, par rapport à la Russie, par rapport à l'aide qu'il pourrait nous apporter, et dans quelle situation l'Europe se retrouvera. Est-ce que Poutine aura le champ libre en Europe pour venir faire ce qu'il souhaite faire, imposer la culture qu'il souhaite imposer et envahir les pays qu'il a envie de récupérer? C'est ça la vraie question, en fait. C'est notre paix commune. C'est un tournant par rapport à sa position, mais en même temps c'est un tournant parce que la guerre s'éternise.
C'est un tournant parce que cette guerre qui n'était pas supposée être une guerre mais une opération spéciale s'avère effectivement bien être une guerre. C'est aussi un tournant dans la parole plus que dans les faits parce qu'en réalité des ressources sur place françaises il y en a déjà, mais il y en a aussi de tous les pays qui apportent leur aide, tous les pays qui donnent des armes, qui conseillent, quelque part ont des ressources physiques ou virtuelles mais des ressources sur place. Il suffit pas d'être physiquement présent sur le terrain pour dire qu'on est sur place. Et si on met des ressources pour accompagner, pour former, pour conseiller les militaires ukrainiens, c'est qu'on est déjà engagé dans cette guerre. Et il n'y a pas que la France qui l'est, et évidemment, on l'est tous de façon plus ou moins importante, mais c'est officieux. Alors que là, on prend une autre posture et on prend aussi la posture de la dissuasion, c'est-à-dire rappeler que tout est possible. Donc attention. Alors je dis pas que ça fasse peur à Poutine, je dis pas que Poutine soit bien sensible, soit très préoccupé par nos positions, mais c'est quand même plus sérieux, me semble-t-il, peut-être aussi plus courageux d'ailleurs, d'oser l'exprimer, quitte à ne pas plaire à tout le monde, plutôt que d'être dans un consensus mou où il ne se passerait rien et puis on se laissera bouffer, non pas par les Russes, parce que le peuple russe n'y est pas pour grand-chose, voire pour rien, mais par un gouvernement russe et surtout son chef d'État. Fabrice Hagounin, attendez Régis, attendez, parce je voudrais répondre à ça. Je voudrais qu'on entende Fabrice. Ça sera juste 2 mots très rapides. En fait, le problème, c'est pas tant l'événement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le propos d'un président de la République, c'est l'intention. Moi, c'est ça qui m'ennuie. C'est-à-dire qu'utiliser une séquence internationale aussi importante, aussi grave que celle-là, pour mettre dans l'ornière le RN, parce que c'est ce qu'il cherche à faire de toute évidence, ça fait des jours. Alors, quand il est au salon d'agriculture, il met dans l'ornière le RN pour ses prises de position. Il dit même que c'est un événement politique sur place. Quand il parle de la Russie, en réalité, il cherche à obtenir un vote à l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre dans l'ornière le RN. Tout ça pour des raisons de politique intérieure. C'est ça qui m'inquiète, c'est tout. J'en resterai là. Ouais, dernier point de vue, Régis. Non, oui, Emmanuel Macron a parlé à Poutine. Il faut être sérieux. Mais pourquoi il ne faut pas lui parler? Attendez, c'est pas ça. Pas ça. D'abord, je rappelle que Poutine a bien dit à Carlson dans son interview qui a été vue par 200 millions de personnes, il a bien dit, je parle aux États-Unis. Mon interlocuteur, mon adversaire et éventuellement mon ennemi, ce sont les États-Unis. La Russie mène une guerre contre l'OTAN. On l'arme, on est co-belligérant, on prétend que c'est pas vrai. Les ingérences russes en France. Oui. Mais attendez, il faut pas s'imaginer et moi je pense aussi aux ingérences américaine, de la NSA qui écoute Madame Merkel, écoute Monsieur Hollande. Ça s'appelle la mondialisation et une mondialisation très conflictuelle. Non, ce que je veux dire, là, on parlait non pas des conditions de la guerre, on parlait de la position et de la déclaration d'Emmanuel Macron au sortir de ce sommet, un sommet très important. Et quand j'entends dire il parle à Poutine, non, il parle à son nombril. Il y a 6 mois, il disait il faut pas humilier la Russie, il faudra discuter avec elle, etc. Maintenant, il veut prendre la tête de l'Europe. Qui va donc devoir remplacer les Américains dans le soutien à l'Ukraine, parce que c'est ça l'enjeu géostratégique, et il peut pas s'empêcher de se mettre en avant et de faire ce genre de choses. Parce que venir dire que les réactions des autres pays, mais c'était hier, ça a été un incendie partout. Je vous parle même pas de la presse internationale. C'est assez amusant d'aller en Asie, d'aller chez les Chinois, d'aller chez les Indiens. Pardonnez-moi, Régis, mais moi j'ai écouté, y compris sur Sud Radio, mais sur différents canaux de médias, les conseillers militaires, en tous les cas ceux qui connaissent la chose militaire, qui ne trouvent pas ça complètement illogique, cette position, en tous les cas cette sortie d'Emmanuel Macron dans le timing qui est celui d'aujourd'hui. Il ne trouve pas ça complètement Fabrice a raison. Fabrice a raison quand il dit rien n'est exclu qu'on discute comme ça pendant le sommet. C'est un sommet confidentiel, voyons. Non, mais il y a une conférence de presse. Pas dans la rue, ce sommet. On lui pose une question. Et que les militaires, il y en a beaucoup qui sont ridiculisés sur les plateaux depuis maintenant 2 ans. Tout ce qu'ils ont prévu ne s'est pas produit. Non, simplement, à quel moment est-on et sur quel registre est-on? Et malheureusement, je le constate et je conclue là-dessus, nous n'avons pas, nous, la France, un dirigeant qui est à la hauteur des événements et qui puisse placer la France dans la position qui devrait être la sienne. Je rappelle que c'est le 60e anniversaire de la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle, qui a été un acte colossal à l'époque. C'était un autre positionnement de la France qui avait été construit par celui-ci. Nous, aujourd'hui, on ne pèse plus rien. Oui.
Allez, on referme ce sujet parce qu'il y a d'autres sujets dans l'actualité aujourd'hui, au sommaire aujourd'hui également cet après-midi, donc au Sénat. Il y aura donc ce vote crucial pour l'inscription ou pas de l'IVG dans la Constitution. Alors on le sait aujourd'hui, hein, c'est une question qui divise avec le président du Sénat qui ne souhaite pas cette inscription parce que, dit-il, la Constitution n'est pas une sorte de fourre-tout. Est-ce que là aussi on parlait de crédibilité de la France? Qui veut commencer? Est-ce que les sénateurs, Jonas, jouent leur crédibilité? Allez-y. Je veux bien, simplement, il a raison, c'est pas un fourre-tout, mais d'un autre côté, c'est la Constitution, et donc si j'ai écrit Rallumons les lumières, c'est pas pour rien, la Constitution est garante des droits fondamentaux. Or, le droit à l'avortement, que l'on soit pour ou contre à titre personnel, parce qu'on est pratiquant, religieux, je ne sais quoi, est un droit fondamental. C'est le droit des femmes à disposer de leur corps, à disposer d'elles-mêmes. Et je pense qu'il est absolument fondamental au moment où de toutes parts, et dans beaucoup de pays, les religieux tentent d'imposer, de s'imposer dans le débat public. On l'a vu récemment encore quand même avec la petite infographie sur CNews qui était absolument scandaleuse, qui plaçait en tête des causes de mortalité dans le monde l'avortement. On voit bien qu'il y a une tentative des religieux dans tous les pays, les évangélistes aux États-Unis, etc., pour essayer de renier ce droit avec le drame absolu que ça représente pour les femmes. Donc je pense que là, pour le coup, et je sais si je suis pas partisan d'Emmanuel Macron, mais je pense que pour le coup, c'est absolument fondamental et il faut le faire. Et les politiques ont raison de prendre leurs responsabilités. Voilà sur quoi les 348 sénateurs devront se positionner. Ce texte qui dit: la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, ce qui pose problème à certains élus les Républicains et du groupe centriste au Sénat. C'est ce mot de garantie. Ils aimeraient plutôt qu'il y ait quelque chose qui permette de garder la liberté de conscience des médecins. Est-ce que c'est pas une manière de se défausser? Non, c'est pas. Pardon, si je dois préciser, parce que moi, à titre personnel, j'aurais voté pour, mais j'ai discuté avec des gens au Sénat. Le président du Sénat a exprimé sa position. Lui, il n'y a aucune remise en cause ou quoi que ce soit. La question, c'est aujourd'hui, et on le sait, dans plein de sujets, vous avez des magistrats qui prennent des textes, notamment comme la Constitution, et qui en font une base pour définir une jurisprudence particulière. Donc il faut être extrêmement précautionneux sur chacun des mots qui est inscrit notamment dans la Constitution, parce que c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, en allant chercher des mots dans la Constitution, des magistrats conçoivent une jurisprudence qui va changer le droit. Donc, et c'est pas Régis de Castelnau, je pense qu'il me dira l'inverse, ou parfois même un peu tiré par les cheveux, on va trouver quelque chose. Donc, c'est pour ça que les mots sont extrêmement importants. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il s'agit là ou pas, puisque c'est une liberté garantie, est-ce qu'il s'agit là d'un droit? Est-ce que aujourd'hui, cette capacité de faire un IVG est remis en cause en France? On peut se poser la question. Moi, je pense pas que oui. Il faut quand même juste se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est principalement aux États-Unis, c'est après la remise en cause par la Cour suprême des États-Unis qu'on a fait cette proposition. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas américains et la remise en cause n'est pas faite. Deuxièmement, l'année dernière, le nombre d'IVG a atteint un nombre record. Donc je ne pense pas qu'en France, il y ait une menace fondamentale. En revanche, attention, je peux pas laisser vous dire qu'il y a un nombre record d'IVG. Pardonnez-moi, là c'est pas possible. C'est le chiffre est stable depuis des années. Non, l'année dernière, c'est 248 000 je pourrais vous donner, mais en fait, c'est pas une critique. Non, mais ce que je veux dire, on peut pas dire que c'est un nombre record. C'est un fait. C'est pas péjoratif ou mélioratif. Non, mais le chiffre est stable. C'est pas record. Il est stable. D'accord. Ok. Mais la seule chose pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, inscrire ça dans la Constitution, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, j'aurais voté, par exemple, si j'avais été parlementaire pour. Mais je comprends le débat sémantique chez les sénateurs de dire on faut faire attention parce que aujourd'hui tous les textes de loi peuvent être tordus par des magistrats qui ont une vision politique. Mais ce que l'on comprend pas, c'est pourquoi du coup il y a eu cette volte-face en l'espace de quelques mois. Ils étaient pour il y a un certain temps et tout d'un coup il y a eu cette sortie de Gérard Larcher qui dit ça n'a rien à faire dans la Constitution. Non, et de ce que j'ai vu des volte-face récentes, c'est plutôt des sénateurs qui ont dit finalement j'étais convaincu par mes enfants qu'il fallait qu'on le fasse. Donc là ces derniers temps le mouvement il est plutôt inverse. Il y a plutôt les sénateurs peut-être dans la majorité voteraient ce truc-là. Ouais. Donc moi je pense c'est un sujet sur lequel
Et franchement, il n'y a pas 15 000 sujets sur lesquels il y a une convergence en politique en France. On est tous convergents et c'est pas grave si de temps en temps on s'autorise d'avoir des débats sémantiques. Je vois parfois des gens hurler. J'en ai vu là hier sur les plateaux au sujet du fait de dire le texte, faut pas le bouger. Et ça va, on peut discuter juste du mot qui va être utilisé pour le mettre à l'intérieur de la Constitution. À partir du moment où tout le monde est de bonne foi et que tout le monde veut faire en sorte que l'IVG soit garantie pour les femmes. Frédéric. Déjà, je suis embarrassé d'intervenir dans ce genre de sujet. Je préférerais réserver à des femmes. Là, on est 4 mecs autour de la table avec vous, Christine. C'est souvent les hommes c'est souvent des hommes. Je vous rejoins là-dessus, c'est souvent des hommes. C'est comme le débat sur la fin de vie. On n'est pas en fin de vie, on a le droit de débattre. Mais c'est pas une question de santé publique. Ce n'est pas une critique et j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit de débattre. Je trouve ça toujours embarrassant. Et du point de vue de femmes, d'entendre toujours des hommes parler de leur corps, alors que ça serait bien qu'elles aient elles-mêmes la parole. C'est juste ça, mais ça ne nous empêche pas de débattre. Elles sont devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat cet après-midi. De réfléchir et ça ne nous empêche pas d'avoir un avis. Sur le sujet, je doute qu'il y ait. Je suis tout à fait d'accord sur la question de la sémantique. C'est pas un communicant qui dira que les mots n'ont pas leur importance. Et je pense qu'ils sont aussi extrêmement importants pour les juristes. Maintenant, on est quand même dans un débat politique avant d'être dans un débat de sémantique. Je trouve ça assez curieux qu'on puisse dire le droit n'est pas remis en cause, donc ça serait pas le moment de s'en préoccuper. Mais s'il est remis en cause, il sera trop tard pour s'en préoccuper. Donc on est bien dans le bon moment. Mais j'ai bien compris qu'on allait tout à fait dans le même sens. Mais sur cette nuance-là, je pense que c'est aussi le bon moment de s'en préoccuper. Et je trouve surtout que le mauvais message qui est renvoyé par ceux qui veulent soit jouer sur les mots, j'y mets pas une connotation négative, mais qui veulent faire de la subtilité sur les mots ou qui quelque part voudraient repousser le sujet, quelque part ils ouvrent l'idée que donc ils voudraient se garder l'opportunité que ce droit puisse être mis en cause. C'est ça qui risque d'être mal perçu. Je suis peut-être un fétichiste juridique, mais ce sont des législateurs. Donc c'est leur métier. Leur métier, c'est pas des débats, moi, je vous redis, il y a pas de, chez moi, de doute ou d'arrière-pensée, mais on peut pas reprocher à des législateurs parce qu'après, vous savez ce qui se passe? On dit, ouais, mais vous voyez, les politiques, on baisse le niveau, etc. Mais que chacun fasse son métier. Les sénateurs et les députés, leur job, c'est de faire une loi qui soit la plus claire, la plus nette possible. Parce que je vous assure, après, ça nous fait du boulot pour nous, les avocats. Mais il y a des débats sans fin. Donc que ce sujet-là soit débattu dans la technique juridique, je pense que c'est extrêmement important. C'est peut-être une différence entre nous. Non, mais c'est important et utile, mais c'est aussi une question politique, faut pas l'oublier. Bien sûr. Pour terminer, je voudrais dire une chose, c'est que je suis opposé, je suis pas opposé d'ailleurs, à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. La Constitution n'est pas un bloc dans lequel on garantit des droits. La Constitution, c'était ce que disait le général de Gaulle, qui était opposé au préambule et à la Déclaration des droits de l'homme dans la Constitution, c'est le mode d'emploi des institutions, et c'est donc ça, comment ça fonctionne, les équilibres démocratiques dans une république parlementaire représentative. Donc, on a transformé la Constitution. Je rappelle que la Constitution de 58, elle avait 90 articles. Il en reste 30 sur les 90 initiaux. Il y en a 60 qui ont été charcutés, changés, etc. Alors, le problème, personnellement, moi, je me désintéresse un peu de ce débat parce que j'ai tout à fait compris que c'est une question sensible. Ma deuxième observation, alors, le préalable, bien sûr, je suis totalement favorable à l'avortement. Je regrette que ce soit trop souvent perçu comme un moyen de contraception parce que c'est toujours une épreuve pour les femmes. Ça me, si vous voulez, bon, mais en même temps, je suis un homme. Fabrice a raison, donc bon, je suis donc très favorable. Je pense que le fait de le mettre dans la Constitution, c'est de la mettre à l'abri. C'est de la mettre à l'abri puisque la loi a été adoptée à la majorité. C'est pas d'embêter les gens. Non, c'est de la mettre à l'abri pour les protéger. Alors, je pense, dernier point, je pense que l'IVG n'est absolument pas en cause chez nous. On n'est pas aux États-Unis.
c'est tout à fait exact. Je pense que il y a 5% de catholiques pratiquants dans ce pays qui nous cassent les pieds avec ce genre de problème. C'est parfaitement exact. Moi, personnellement, je crains que ce soit un débat inutile. Hein. Donc voilà. Bon, c'est tout. En même temps, si on veut la mettre dans la Constitution et continuer à y mettre tout un tas de choses qui n'y ont pas leur place, tant pis. Moi, je me résigne. Vous vous résignez, mais sans doute, moment historique, on saura si cet après-midi, l'IVG devient un droit constitutionnel pour toutes les femmes, ce qui serait quand même une première au monde. Donc aussi, ça peut être pas mal. En tous les cas, moi, je suis tout à fait pour, et je suis une femme, effectivement, Frédéric, vous l'avez dit. On va parler du permis de conduire. On a parlé qui avait des points encore sur son permis. Est-ce qu'on a raison, là aussi, de débattre et de faire une loi européenne pour imposer un examen médical tous les 15 ans à chacun des chauffeurs de l'Union européenne? Il doit y avoir à peu près 300 millions de permis de conduire ou un peu plus. On va voir ça dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, c'est cuit. Pour Lidl? Pour nous, en ce moment, les gambas cuites entières sont à moins 28%. 4,99€ les 500 grammes. Des gambas cuites à 4,99€. Et des gambas ASC issus de l'aquaculture responsable. À quoi vont se battre? Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,98€ le kilo, élevé en Équateur. Offre valable jusqu'au mardi 5 mars. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio. Carrefour. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, dernière ligne droite avec Fabrice Hakoun, Régis de Castelnau, Jonas Haddad et Frédéric Fougerat. Alors, le dernier sujet, à dire presque léger, mais non, quand même, hein, parce que le permis de conduire à vie, c'est peut-être terminé, puisque cet après-midi, les eurodéputés vont se décider si oui ou non, eh bien, on doit passer une visite médicale tous les 15 ans pour savoir si on est apte à conduire. Alors, on vise les automobilistes, paraît-il, âgés. Moi, j'ai lu dans les colonnes de Sud-Ouest, ils ont fait du journal Sud-Ouest ce matin, ils ont fait un article et l'interview d'un conducteur âgé de 100 ans et qui continue à utiliser sa voiture tous les jours pour aller faire ses courses, bon pied, bon oeil. Alors Régis, il n'y a pas de stigmatisation, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non pas parce que vous êtes le plus âgé autour de cette table. Oh. J'allais le dire, vous me promettez qu'il n'y a pas de gérontophobie. Bon, moi, j'y suis plutôt favorable. Alors, le problème, c'est les modalités. Si vous voulez, c'est ensuite, s'il faut reprendre des leçons, il y a toujours la question des moyens. Un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que le système du permis de conduire français fonctionne très mal et il y a de plus en plus de gens qui circulent sans permis. C'est toujours la même chose. On râle contre toutes les mesures qui ont été mises en place. J'ai des consensus avec Valérie Expert là-dessus, qui est très sécuritariste. Mais je pense que c'est quelque chose qui est logique. Je ne sais pas ce que font les pays étrangers. Moi, j'y suis personnellement, dans le principe, favorable. Ce qui m'imposerait peut-être de faire cette visite médicale. Je suis un conducteur paisible. Mais je dis qu'on pourrait aussi peut-être passer des visites médicales psychiatriques chez les jeunes, parce que c'est le problème. C'est les jeunes sont immortels, ils sont vulnérables, et je crois que statistiquement, les accidents provoqués par les jeunes... Passer le permis à 17 ans aujourd'hui. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste 4 petites minutes, qui veut dire Jonas. Moi, ça me semble... Attendez, alors, je précise, ça serait 15 ans pour les automobilistes, les motos. Oui. Et les tracteurs, c'est marqué dans le texte. Et on passerait à 5 ans tous les 5 ans pour une visite médicale pour tout ce qui est camion et autobus. Délai qui est de 10 ans aujourd'hui pour renouveler son permis quand on conduit des 38 tonnes ou un bus de 50 personnes. Écoutez, moi, ça me semble d'une logique implacable. On a eu le débat, par exemple, sur les retraites. La vie s'allonge, et Dieu merci. Grâce au progrès de la science, grâce au progrès de la médecine. Mais lorsqu'on vit, il y a une dégradation parfois de la condition physique. Et c'est évident qu'aujourd'hui, vous avez des conducteurs jusqu'à 100 ans, vous n'êtes pas dans la même condition physique qu'avant. Et objectivement, une fois tous les 15 ans, c'est quand même pas compliqué. J'irais même plus loin. Moi, je suis pas hygiéniste d'habitude, mais pour le coup, si vous avez 60 ans et que vous faites un AVC, peut-être qu'il ne faut pas attendre 15 ans avant de refaire un test pour savoir si la personne est en capacité de reconduire. Donc je pense que c'est plus que les âges, la fréquence, je pense que c'est en fonction de la nature des pathologies que des tests devraient être réalisés. Je veux dire, un moment, dans tous nos systèmes,
on met du contrôle. Là, c'est des systèmes les plus mortels de notre société. Donc ça me semble implacable. Voilà, je vous lis, c'est l'article de notre confrère de Sud-Ouest. Armand, il a 100 ans, il a eu son permis de conduire en 1947 et il estime qu'il n'y a pas vraiment de bonne raison de lui retirer son permis aujourd'hui. Il habite dans les Landes, c'est assez savoureux, mais c'est aussi instructif. On fait le tour, Frédéric. Il faut rajouter ça au nom de la sécurité de tout un chacun, à commencer par l'automobiliste lui-même. Moi, j'y suis totalement favorable. Un permis de conduire, c'est un permis de tuer. Donc, à partir d'un certain âge au moins, il y a un minimum de contrôle médical pour s'assurer que la personne est apte. C'est pour sa propre sécurité, la sécurité des autres, la sécurité de ses enfants. Il y a plein d'enfants qui sont effrayés de savoir leurs parents conduire. Ça me paraît raisonnable. Et après, une question de modalité. Que la première cause de mortalité au volant sur la route, c'est pas l'âge, c'est pas le problème d'audition, de vue, en tous les cas lié à tous ces réflexes-là, c'est l'alcool. Oui, mais Christine, c'est pas parce qu'il y a plusieurs problèmes qu'il faut n'en traiter qu'un, donc c'en est un parmi d'autres. Mais oui. on protège en premier ses conducteurs. Et peut-être qu'un alcoolique ne passera pas la visite médicale aussi, donc ça pourra potentiellement réduire. Donc plutôt installer des kits anti-démarrage. Oui, ça a été. Il y a eu des tentatives, mais bon, on va pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu avec Sarko qui l'a fait, et puis Valls qui l'a enlevé pour gagner un point de popularité. On se souvient à l'époque, ça a fait couler tout un secteur d'activité qui s'était monté autour des tests. Pour le sujet, moi au début, j'entends beaucoup de gens qui disent mais de quoi se mêle l'Europe et là justement c'est intéressant, c'est que pour le coup elle est dans son rôle, parce que je rappelle quand même qu'avant que l'Europe ne se mette de ces sujets-là, il y avait 15 000 morts par an sur les routes. On est à 5 000 je crois aujourd'hui, donc il y a 10 000 vies par an qui sont épargnées grâce à l'intervention de l'Europe sur ce sujet-là. Donc pour le coup elle est dans son rôle, et sinon sur le principe je suis totalement favorable. Oui, y avoir une visite médicale, ça va être plus embêtant je pense pour les professionnels, passer de 10 ans à 5 ans parce qu'on rajoute des contraintes. Donc il faut voir dans quel sens, si c'est opportun ou pas, mais il est évident que la conduite demande des compétences et c'est pas déconnant d'être en bonne santé. Bon, ma réponse cet après-midi, on saura si effectivement ça va rentrer dans les faits, mais en sachant qu'après les 15 États qui sont concernés par cette mesure devront la discuter aussi en interne. Pour terminer sur une note un peu savoureuse, notre automobiliste centenaire dans les colonnes de Sud-Ouest, il disait « Quand j'ai commencé à conduire à l'époque, il n'y avait pas de clignotant, il fallait sortir le bras pour signaler que l'on tournait. » Donc avoir un passager. Oui, mais donc avoir un passager. Il est dans les Landes, les routes sont toutes droites dans les Landes. C'est ça. C'est ça, mais il y a surtout pas mal d'arbres aussi au bord de la route, et comme c'est tout droit, des fois on va un peu trop vite. Bon, en tous les cas, merci à tous les quatre, passez une très belle journée. Je rappelle donc Sud Radio cet après-midi sur le stand de Lidl au Salon international de l'agriculture à Paris avec l'émission Les Vraies Voix. Et dans un instant, juste après l'info, c'est André Berkoff qui vous attend. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.